Donc l'idée, c'est de travailler le haut du corps, en levant les bras, en descendant. Là, tu me jettes le ballon, tu descends, on va travailler les cuisses et le fessier et la posture. Tu me gardes le regard toujours face, tu prends ton ballon, tu remontes, tu tends les bras, tu ramènes ici et tu jettes, et ainsi de suite. D'accord. OK? On va faire ça à peu près 45 secondes. D'accord, j'ai cru 45 fois. Non, juste 45 secondes, ça sera assez. Allez, on y va, go! Ok. Je m'appelle Gabrielle, j'ai 39 ans, je mesure 1m54 et je pèse 125 kg. OK. Mon IMC est entre 52 et 53. J'ai tendance à dire que je mesure une Kylie Minogue et que j'en pèse 3. Là, ça va vite. On va jusqu'à 45 secondes. Vous pensez que vous allez regarder un film sur une grosse qui veut perdre du poids? Ben non. Non? Vous pensez que je vais vous parler d'une grosse en quête de rédemption? Ben non, toujours pas. C'est ça. Allez, 8. Dans ce film, je vais vous raconter une autre histoire, celle de ma vie de grosse, celle de mon quotidien. 10. Allez, il m'en faut encore 5. Allez, on tient jusqu'au bout. 1. Je vais vous raconter comment, lorsque l'on sort de la norme, lorsque l'on déborde, la vie se complique. 3. Monte bien. Je vais vous raconter comment je n'ai jamais été épargnée pour ma différence. Et 5, tu peux relâcher. Ça va? Oh mon Dieu, je me sens nulle. Je me dis que vraiment, j'ai le poids d'un frigo qui m'empêche de me bouger, quoi. C'est tout à fait normal. D'accord. T'as du poids aussi à bouger, donc du coup, ça te complique tout en fait. Ça te complique vraiment tout. J'ai grandi chez les pauvres. Mon père était maçon, mais il n'a pas été que maçon, il a fait plein de boulots. Il a été croque-mort, il a été boulanger itinérant. Il y a eu de grosses périodes sans travail. Ma mère, elle a commencé à travailler après le divorce. Et en fait, elle était femme de ménage, elle l'est toujours d'ailleurs. Mes parents, quand ils se sont rencontrés, c'était un peu des asticots, quoi. Des fils de fer, ils étaient très maigres. Mes parents, quand ils parlaient de leur rencontre, ma mère rappelait qu'elle mettait des t-shirts en taille 8 ans, qu'elle s'habillait en 32. Et mon père était fier de dire qu'il s'habillait quasiment dans les mêmes tailles, quoi. Leur maigreur était le standard et tout ce qui débordait de ça était gros. J'ai vécu dans une famille où ton père dit à ta mère qui s'habille en 34-36 qu'elle est trop grosse, qu'elle a un gros cul, qu'elle a des gros bras, qu'elle a un gros ventre. À l'adolescence, j'avais commencé à prendre un petit peu de poids après le divorce de mes parents. Et quand j'avais 16 ans, je pesais 65 kilos pour toujours 1m54. J'avais un bon coup de fourchette, mais j'avais pas de problème particulier avec la nourriture. J'étais juste très sportive et un peu gourmande. Enfin, ouais, gourmande tout court, en fait. Et il y a eu un moment clé qui a fait que j'ai décidé de perdre du poids. C'était, je voulais être belle à la rentrée, je voulais avoir un jean. Et en fait, je vais faire les magasins avec mon père et il m'achète mon jean de la rentrée. Enfin, le 40, il me serrait, donc j'ai pris un 42. Mais enfin, ça me traumatisait pas plus que ça. Et je suis rentrée à la maison et je montre à ma mère mon jean. Moi, je m'en foutais un peu qu'il soit en taille 42. Et ma mère me dit, mais c'est du 42. Et je lui dis oui. Elle me fait, mais t'as 16 ans, tu mets déjà du 42. En fait, ma mère était paniquée et elle m'a dit, mais c'est un pantalon pour obèse. J'ai été voir un médecin et j'ai fait mon premier régime. Et ça a été le début de l'enfer. Je vis dans le 19e arrondissement de Paris, dans le quartier de Stalingrad.
quand j'ai dû chercher un appartement à Paris, le premier critère de sélection de l'appartement, c'était est-ce que je vais rentrer dans les toilettes et est-ce que je vais pouvoir rentrer dans la cabine de douche. J'ai un appart qui est plutôt sympa, un petit 25 mètres carrés avec une super terrasse. Mais je vis au 7e étage sans ascenseur. J'ai toujours aimé lire. J'ai su très jeune que je voulais raconter des histoires à mi-chemin entre journalisme et fiction. Et c'est une fois installée à Paris que je me suis mise à écrire et à être publiée. Je fréquente un bar littéraire où de temps en temps je lis mes textes face à un public. Coucou, ça va? Oui, ça va. Et toi? Bah, ça fait plaisir de te voir. Bah oui, ça fait plaisir. Salut. Tu lis ton roman? Ouais, Ça va être une bonne soirée. tant mieux, c'est cool. Là, il y a du monde. Merci beaucoup. Merci. Donc nous y voilà pour cette troisième lecture. Et on retrouve Gabrielle Dédier qui a fait On ne naît pas grosse, qui est une enquête sur la grossophobie. Donc voilà, sur la discrimination envers les personnes en surpoids et les grosses. Ça va être du coup ton deuxième livre, troisième, Mon deuxième livre et mon premier roman. et ton premier roman qui va s'appeler Métabo. Métabo, c'est un roman d'anticipation, enfin, ou une dystopie, ou en vrai, je ne sais pas comment le définir, et pour l'instant, je m'en fiche un peu. L'extrait que je vais vous lire tourne autour d'Alice. Alice a 24 ans, elle est pupille de l'État. Elle est née quelques années avant la première loi Métabo, votée en Europe en 2038. Parmi les nombreux paragraphes de cette loi Métabo, il est interdit de recoudre des vêtements pour les agrandir. Ça facilite le repérage de ceux qu'on appelle les déviants. Comme chaque matin depuis le début de la campagne électorale, Alice se pèse pour être sûre qu'elle fait bien, au maximum, le même numéro que sa taille. Alice est ce que l'on appelle une radicale de la cause hygiéniste. Elle milite désormais pour l'interdiction de la caféine, pour la mise en place d'un jeûne hydrique d'1 semaine par mois, pour un lavement anal bi-hebdomadaire aux huiles essentielles de basilic et de cyprès, mais surtout, elle milite pour la stérilisation des gros ou potentiels gros. Les gros ayant été mis en cause dans l'aggravation du réchauffement climatique en raison de leur surconsommation globale. Est-ce que vous avez des commentaires ou des remarques par rapport à ce texte? Le fait qu'il y ait de l'humour, ça permet d'abord d'éviter le côté moralisateur que les dystopies ont souvent. Et je pense que ça permet de faire passer les choses de manière beaucoup plus subtile et... Très très chargé, très documenté, c'est presque journalistique. C'est très humain et moi je trouve ça très percutant. Voilà, voilà, j'aime bien. C'était clairement pas une bonne idée, ce régime. Ce régime, je l'ai fait, je pesais 65 kilos. Je voulais en perdre 10. Le docteur m'a dit d'en perdre 20. Et ce régime, il m'a complètement détraqué, mon rapport à l'alimentation. Et à côté de ça, il me diagnostique une maladie hormonale, mais il se trompe de diagnostic. Et il me file un cocktail hormonal, ce régime, et en 3 mois, je prends 30 premiers kilos. Et là, c'est un peu la catastrophe, parce que je prends pas que des kilos, j'ai tout mon système hormonal qui est complètement chamboulé. Et je fais une furonculose, c'est-à-dire que j'ai des furoncles qui sortent partout sur mon corps. J'ai du poil qui se met à pousser, enfin, c'était vraiment une catastrophe.
Le jour de la rentrée, ça a été assez violent parce que moi, je voyais mes camarades qui revenaient toutes bronzées, toutes belles. J'avais l'impression que tout le monde était devenu beau pendant l'été et que moi, j'étais devenue vraiment dégueulasse. Et ça a été super violent parce qu'il y a des camarades qui m'ont pas reconnue, il y a des profs qui m'ont pas reconnue. J'avais postulé dans une classe de première S où le projet pédagogique reposait sur une randonnée qui devait se faire en début d'année. Et quand j'avais postulé dans cette classe, je faisais mes 65 kilos. À la rentrée, j'en faisais 96. Et là, j'ai été convoquée par les profs et ils m'avaient dit que je ne pouvais pas faire une randonnée avec le poids que je faisais, que j'allais ralentir tout le monde. Et ils m'ont fait convoquer par l'infirmière. L'infirmière m'a fait la morale en m'expliquant que les gens gros sentaient mauvais et qu'il fallait que je vérifie si j'avais pas des mycoses malodorantes. Ça a été tellement violent en fait que ça a été le début de l'échec scolaire. Hein, concrètement, j'ai somatisé. Enfin, c'était difficile de venir au lycée quand t'es prof pendant une semaine devant tous tes camarades. T'ont expliqué que t'étais en trop. Enfin, quand tu rentres après au lycée, dans ta classe de première, t'as vécu tout ça. Enfin, et t'es dans cette classe pour toute l'année. Et il faut que tu supportes ça. Et moi, je l'ai pas supporté. Uzès, c'est la ville où j'ai grandi. Uzès, c'est une ville que je déteste. J'ai jamais aimé être là-bas. Partir à Uzès, c'est quelque chose qui m'oppresse, qui me stresse, qui m'angoisse. Je déteste être là-bas, je me sens pas bien. Je retourne dans mon lycée parce que quand j'ai sorti mon livre, une de mes enseignantes de l'époque, Madame Bossonnet, une prof d'anglais géniale, a lu mon nom dans un article de journal. Et elle m'a écrit sur Facebook, on s'est un peu parlé, et elle m'a proposé de venir dans sa classe pour discuter avec ses élèves. C'est un peu comme un acte symbolique de retourner dans ce bahut, surtout pour parler de ce que j'ai vécu au lycée. J'ai pas envie d'y aller. Putain.
Ça, c'était les salles d'histoire géo. En bas, c'est les salles de SVT, en haut, c'est les salles de sciences physiques. Là, c'était les salles de philo et de français. Et là, c'était là où habitaient les infirmières. Ça va, Gabrielle? Ça va, Tellement contente de te revoir. ça me fait plaisir. Alors, C'est un peu émouvant. c'est difficile. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais, c'est super. De revenir sur ces lieux, là. Ouais, ça remue beaucoup de choses. C'est la première fois que tu reviens au lycée? Ouais, depuis 99. 99, ouais, ça fait longtemps. Ouais, carrément. Quand tu vas rencontrer mes élèves, ça va te changer les idées. parce Ça va que faire tu vas du voir bien. un petit peu. Ça va faire du bien. Ouais. En seconde, tu n'étais pas déléguée. Si, Ah, mais en fait, tu vois, j'ai été ouais. déléguée, Il je crois, me du semblait de ça CM1 aussi. à la 3e année de fac. Voilà, ouais. En fait, c'est pour ça qu'on se souvient bien. On se souvient toujours de nos délégués, en fait, en réalité. Ouais. Mais là, ton bouquin, il a vraiment tout de suite. C'est énorme, quoi. C'est vraiment fabuleux, quoi, ce qui t'arrive. Bonjour. Donc, je vous présente Gabrielle Dédier, qui est une de mes anciennes élèves que j'ai eue au lycée d'Uzès la première année où j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai retrouvé Gabrielle par hasard grâce à un livre qu'elle a écrit, un livre qui s'appelle « On ne naît pas grosse ». Et quand j'ai vu ce nom, je me suis dit, mais Gabrielle Dédier, c'est une élève que j'ai déjà eue. J'ai constaté qu'effectivement, c'était bien elle, qu'elle n'avait pas changé. Je l'ai bien reconnue. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et ça m'a fait vraiment plaisir qu'on puisse reprendre contact et qu'on se retrouve. Et donc, on vous a choisi pour parler avec elle du problème de la grossophobie. Du coup, je voudrais savoir s'il y en a qui connaissent la définition du mot grossophobie. Qui est-ce qui sait ce que ça veut dire grossophobie? Phobie, quand il y a phobie. La peur des gros. Ouais. Étymologiquement, ça veut dire la peur des gros, effectivement. Mais concrètement, les gens, quand ils croisent un gros, ils se mettent pas à hurler et à se rouler en boule. Partir en courant. Et donc, concrètement, la grossophobie, c'est le fait de discriminer les personnes grosses, tout simplement. La grossophobie, c'est le rejet, le dégoût des gros. Alors oui, je vais quand même vous dire qu'on va utiliser le mot gros et pas d'autres mots. Parce que le mot gros, il est important. C'est pas censé être une insulte. Le mot gros, c'est un adjectif. Si on me dit que je suis grosse, factuellement, je suis grosse. C'est comme ça, c'est un état de fait. Je suis grosse. C'est pas censé être une insulte. Si je vous dis que j'ai un gros compte en banque, ce qui n'est pas le cas. Si je vous dis que j'ai un gros compte en banque, c'est pas du tout problématique. C'est important d'utiliser le mot gros. Donc sur ça, on va être tranquille aussi. Je voudrais savoir s'il y en a parmi vous qui se trouvent gros. Oh putain, je me sens seule. Ah non, c'est bon. Donc on a 2 réponses, et les 2 réponses, ce sont des filles. Pourquoi tu te trouves grosse? Moi? Oui. Je sais pas. J'aime pas. Je me trouve pas belle physiquement, je trouve. Et est-ce qu'on te dit que tu es grosse? Avant, oui. Mais Avant maintenant, quand je sais pas, j'allais dire quand j'étais plus jeune, mais on va pas dire que je suis vieille, mais... Ouais, genre au collège ou à la primaire ou quoi. On te disait que t'étais grosse? Ouais. Et quand tu te regardes dans la glace, tu te dis je suis grosse? Ouais. Par rapport à quoi? Je sais pas, mes cuisses, tout ça. Donc j'aime pas mes cuisses, donc je trouve qu'elles sont grosses. Là, c'est à votre tour de me poser les questions, et vous me posez toutes les questions que vous pouvez. Donc oui. J'avais une question. Est-ce que vous avez déjà eu des relations sexuelles? Oui. Oui, oui, j'ai déjà eu des relations. Je ne suis pas vierge. Oui, j'ai eu des relations sexuelles. J'ai eu des compagnons, j'ai eu des amoureux, j'ai eu des one-shots. Ouais, j'ai eu tout ça, ouais. Voilà, oui. Est-ce que quand vous étiez au lycée, vous avez des amis ou vous étiez vraiment toute seule? Quand j'ai été en classe de première, cette première S, ça a été très douloureux et très sincèrement, non, j'avais pas d'amis et puis je commençais à me déscolariser, donc c'était un peu violent.
Vu que j'allais plus au lycée, bah, j'avais des notes qui s'effondraient et donc j'étais vraiment, pour vous donner une idée, j'avais 0,5 de moyenne en maths, quoi. Des trucs comme ça. Vraiment, j'ai eu un niveau qui s'est effondré et forcément j'ai raté mon bac une fois et puis je l'ai raté 2 fois. Mais il y a eu un moment où j'ai rencontré vraiment les bonnes personnes avec qui ça passait super bien et qui m'ont aidé juste en oubliant que j'étais grosse. En fait, ça m'aidait à assumer que je voulais écrire, à assumer que j'avais toujours de l'ambition que j'avais perdue à un moment donné dans ma vie. Et c'est comme ça que ça s'est fait, mais ça s'est pas fait en claquant des doigts, ça s'est pas fait... ça a été un peu long, mais ça a été un peu long. Pour écrire mon roman d'anticipation, j'ai besoin de m'isoler. J'imagine une société qui aurait dégénéré en une dictature hygiéniste où les gros seraient considérés comme des parias. L'action a lieu dans un futur proche. Clara se dit retardataire compulsive. Normal, elle est née à 10 mois de grossesse. Toute sa vie, elle s'est faite attendre. Comme une montre mal réglée, Clara court après le temps. Pardon, merci. L'embarquement se fera en haut de l'escalator sur votre gauche. Ok, merci, bonne journée, au revoir. Bon vol. Bonjour. Le vol pour Copenhague, le vol de 18h. Merci. Vous avez des bagages à enregistrer? Oui, une valise, pardon, oui. Excusez-moi, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris l'avion, je suis un peu stressée. 19 kilos, c'est parfait. Ah, super. Et pour vous? Pour moi. Je parle de votre poids. 80. Pardon? 80 kilos. Madame, nous allons procéder à une vérification de votre poids. Est-ce que vous pouvez monter sur la balance, s'il vous plaît? Vraiment? Oui, madame. Depuis le 1er janvier, tous les voyageurs doivent déclarer leur poids et parfois des surtaxes peuvent s'appliquer. Je suis désolée, c'est la loi. Écoutez, madame, c'est la même chose pour toutes les compagnies aériennes. En même temps, c'est logique. Les lettres et les colis, c'est au poids. Les légumes, c'est au poids. Et au péage, les camions, c'est plus cher. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Je suis quoi, moi? Je suis pas une lettre. Je suis pas une patate, je suis pas un poids lourd. Vous entendez ça? Alors, faut que je m'affame pour prendre l'avion, en fait. Écoutez, madame, nous nous réservons le droit d'annuler votre billet si vous n'acceptez pas la pesée. Donc, 112 kilos, c'est au-dessus des 80 kilos réglementaires. Hein. C'est un dépassement de charge qui vous fait une pénalité de 32 €. Combien? À laquelle doivent s'ajouter les 100 € de fausses déclarations. Hein. Ce qui nous fait un total de 132 €. Comment comptez-vous régler? Au lieu de se dire qu'on va faire payer 2 places à un gros, on peut aussi imaginer qu'on fasse quelques sièges qui soient plus larges. Il n'y a rien qui est pensé pour les gros, en fait. Que ce soit le dentiste qui a peur que tu casses son fauteuil. Moi, quand je vais chez un médecin et que dans la salle d'attente, il y a des sièges à accoudoir et que je ne peux pas m'asseoir dans ces putains de sièges à accoudoir, je me dis, c'est même pas la peine que j'aille voir ce médecin. J'ai envie de cramer le gars qui a conçu des sièges de théâtre qui font que mon cul ne rentrera jamais et que je pourrai jamais aller voir un spectacle.
J'ai envie de cramer le gars qui fait que je suis trop serrée au cinéma et que je suis obligée d'y aller à la séance de 11h le lundi. Il y a 10 millions de personnes obèses en France et il n'y a personne qui se demande où elles sont. Enfin, les gens sont toujours étonnés quand je donne ce chiffre. Mais elles sont où? Elles sont pas dans l'espace public, elles peuvent pas se l'approprier. Quand elles se l'approprient, elles se font insulter. Il y a 40% des Français qui sont en surpoids et il y a 17% des Français qui sont obèses. À partir de quel moment il y a une partie de la population qui doit être discriminée? Et est-ce que ça vous semble normal que ces gens-là ne soient pas représentés, en fait? Non. C'est pas parce qu'il est gros qu'il faut le discriminer. Et c'est pas de sa faute, entre guillemets, quoi. Enfin, un peu, mais pas trop. Ah, pourquoi un peu? Je sais pas, quand on commence à voir qu'on commence à prendre du poids, faut prendre des mesures. Enfin, essayer au moins d'éviter de le devenir. Mais du coup, tu penses que si on est gros, on est responsable de ça, en fait? Pas forcément, mais en partie. En partie? Mais il y en a qui juste, c'est de leur faute. C'est eux qui font, par exemple, qui font pas grand-chose. Du coup, ils sont dans leur canapé à manger n'importe quoi. Et au final, qu'ils arrivent à maigrir, mais il y en a qui ont des maladies, alors ils arrivent pas. Du coup, c'est pas leur faute. Il y a des gens qui grignotent énormément, qui mangent tout le temps, et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Et souvent, ça arrive qu'ils vont jusqu'à être gros. Et par exemple, des gens qui travaillent au bureau, et vu qu'ils mangent beaucoup et qu'ils bougent pas assez, et ils grossissent. Mais quand tu dis qu'il y a des gens qui peuvent pas se contrôler, est-ce qu'ils sont responsables de pas pouvoir se contrôler? Non, ils sont pas responsables. Mais il faut se contrôler. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est comme ça, et le truc, c'est qu'il a enfin réussi à se contrôler après des années. Mais le problème, c'est qu'il mangeait tout le temps. Est-ce que tu sais pourquoi il mangeait tout le temps? C'est parce qu'il aimait ça, et qu'il était dépendant. Et quand on est dépendant, est-ce qu'on est responsable de sa dépendance? Non, c'est comme pour fumer, c'est dur. Donc, il n'est pas responsable de ne pas s'être contrôlé, en fait. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Non? Pourquoi? Mon rapport à la nourriture, il est assez complexe. Moi, je suis pas de la team je me fais vomir ou moi, je suis de la team je vais tout garder et je vais souffrir au maximum et je vais faire éclater mon estomac. Ces crises-là, on appelle ça de l'hyperphagie. En fait, c'est le fait de manger des quantités astronomiques sur un temps limité. Ces crises-là, c'est jamais mu par la faim, en tout cas dans mon cas. Les crises d'hyperphagie en elles-mêmes, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Par contre, il y a un double truc qui fait que quand je gère mal mon quotidien, j'ai à la fois un besoin irrépressible de dépenser de l'argent et de bouffer. Et du coup, j'ai trouvé la solution en commandant de la bouffe. Je peux me retrouver, mais 1h30 face à mon écran, là, qui me dit que je peux commander chinois, tchèque, végétarien, tout ça, là, je suis face à ça et je fantasme sur ce que je suis en train de faire, en train de me dire, je vais prendre ça à l'entrée, je vais me faire ce plat-là, je vais me faire ce dessert-là, je vais me faire cette boisson-là. Et puis, il y a un moment où tu te rends compte de ce que tu fais. Et puis, il y a un moment où le livreur finit par arriver. Il m'est arrivé de recevoir et de me dire non, en fait, c'est pas possible, et de poser ça de côté comme si ça n'existait pas. Et puis, il m'est arrivé de l'engloutir en, 5 minutes et de me dire que j'étais qu'une merde. Et me dire que j'étais complètement conne, en fait, de me foutre dans la mouise financièrement, parce que je suis quand même pas riche, donc c'est un peu du luxe. Quand je fais ça, je passe en une semaine le budget mensuel habituel, et pendant que que je reçois cette bouffe ou que je suis en train de commander cette bouffe, je m'imagine me faire du mal autrement. Je m'imagine avec un cutter m'arracher la peau des cuisses ou me dévisager, et puis je me dis que la bouffe, ça me déformera un peu moins, quoi. Et je bouffe.
Je pense que je bouffe comme je pourrais prendre n'importe quelle drogue. Je pense que je bouffe comme je pourrais être accro au casino. Je pense que je bouffe comme une junkie, quoi. Alors j'ai 2 questions. Est-ce que vous essayez encore de perdre du poids aujourd'hui? Et est-ce que le poids, ça vous handicape? Est-ce que ça vous embête d'aller à la plage? Moi, je voulais savoir comment ça s'était passé avec vos parents, comment ils ont réagi, s'ils étaient gentils avec vous ou s'ils vous enfonçaient. C'est quoi vraiment l'insulte ou la critique qui vous a vraiment le plus blessé? Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, vous avez confiance en vous-même ou pas? Même s'il y a eu des périodes où j'étais pas bien dans mes baskets et où j'ai fantasmé le suicide pendant très longtemps, et plusieurs fois, à plusieurs périodes de ma vie, les problèmes de confiance, ils sont vraiment arrivés à des moments rentrer sur le marché du travail, me prendre des vents tout le temps, alors que j'avais fait des études de Sciences Po et des études de cinéma. Et ça fait partie des trucs qui font que, tu perds de la confiance, mais en France, si vous êtes une femme obèse, vous avez 8 fois moins de chances d'être employé à diplôme égal qu'une femme qui n'est pas obèse. Et si vous êtes un gars obèse, vous avez 3 fois moins de chances qu'un gars qui n'est pas obèse d'avoir un travail. J'ai travaillé dans une école quand je suis arrivée à Paris, et l'enseignante avec qui je travaillais, le premier jour, elle m'a dit « Moi, je veux pas travailler avec une grosse ». Alors, j'ai un peu ri en lui disant « Je m'en fous, c'est ton problème, c'est pas le mien ». C'est toi qui as un problème avec les gros. Moi, je suis là, j'ai été embauchée, j'ai signé mon contrat. Et ça lui posait tellement de problèmes que je sois grosse qu'elle m'a fait convoquer par le principal. Et le principal m'a demandé de faire un régime. Et du coup, ce qui s'en est suivi, ça a été une année de harcèlement où j'ai fini en dépression. Et ça a été compliqué après. Oui. Moi, personnellement, je trouve que vous êtes une femme forte, avec tout ce que vous avez eu. De passer au-dessus de tout ce que vous avez vécu, bravo. Voilà. En France, il existe très peu d'études sur la grossophobie. En revanche, en Suède, j'ai repéré le travail de Peter Lundborg. Il a écrit l'étude Fat Doesn't Pay. Je veux le rencontrer pour mon livre. Quel est l'objet de votre étude Fat Doesn't Pay ? Il y a 6 ans, j'ai mené une étude avec 2 collègues ici pour essayer de montrer qu'il existait une différence de salaire entre les obèses et les gens non obèses. J'ai voulu savoir pourquoi les obèses sont moins bien payés sur le marché du travail. J'étais extrêmement étonné des chiffres. Il y a un écart de près de 20%, c'est énorme. Cet écart de salaire, c'est un peu comme si un recruteur se retrouvait face à un candidat qui aurait fait 3 années d'études de moins qu'un autre candidat. Nous sommes allés aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et encore une fois, nous avons trouvé exactement les mêmes écarts de salaire. Dans cette étude, ce que vous prouvez, c'est que tout se joue dès l'adolescence, en fait. Donc moi, Gabrielle, qui suis obèse depuis l'adolescence, à compétences égales, j'ai plus de risques de moins bien être payée qu'une personne qui est mince. Plusieurs études ont démontré qu'un adolescent obèse a plus de chances de se faire harceler à l'école que les autres adolescents. En fait, il y a vraiment un prix à payer quand on est un adolescent obèse, parce que forcément, ce harcèlement aura un impact sur la scolarité. Mais ce harcèlement aura aussi un impact sur ce que l'on appelle les compétences non cognitives, comme la sociabilité ou la confiance en soi. Tout ça à cause d'une forme de discrimination qu'il aura subie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça ? Notre étude donne quelques pistes. La première chose, c'est que l'on peut essayer de lutter contre la discrimination à l'embauche. Or, nous avons la preuve qu'il y a bien une forme de discrimination pour les obèses sur le marché du travail. Mais il faut aussi évidemment essayer de réduire le taux d'obésité chez les adolescents. Il faut aussi tout faire pour que les adolescents obèses ne soient plus harcelés à l'école. C'est très important. Je pense qu'il faudrait vraiment creuser ces 3 idées pour réduire ces écarts de salaire. Depuis 15 ans, Robin bosse pour le même groupe.
Entré comme stagiaire, Robin n'a compté ni ses heures ni son énergie pour gravir les échelons. Devenu cadre performant et donc respecté, c'est pourtant l'estomac brûlé par l'acide gastrique qu'il se rend au 45e étage de la tour pour son bilan annuel. Bon, à bientôt Magali, on se voit vite. Vous venez? Alors, Robin, cette année, ce bilan, comment l'avez-vous senti? Bah, plutôt bien. Les ventes ont progressé, malgré la concurrence et le contexte. Donc c'est plutôt positif. C'est vrai, sur le projet Nakano, votre vision a bien aidé. J'ai eu de très bons retours. Vous avez eu de bonnes intuitions. Merci. Alors d'ailleurs, s'il y a une possibilité d'évolution, je voudrais bien bosser sur le dossier Autori. Attends. Là, c'est le bilan, là. C'est le bilan complet, Robin. Complet. Ouais. Mais revenons à notre petite discussion de l'année dernière. Vous n'avez pas oublié? Non. Alors, t'as fait du sport, c'est bien. Et tout le monde t'a encouragé pendant des semaines, c'est super. Et puis après, je sais pas ce qui s'est passé. Tu t'es relâché. Non, mais avec le boulot, j'ai plus le temps. T'avais 1 an pour maigrir. Moi, ça me met dans une situation merdique, hein. Et moi, je fais comment pour gérer tout ce stress? À un moment donné, si tu veux que je sois performant, faut bien que je décompense quelque part. Eh ben moi, c'est la bouffe. Il y en a pour qui c'est le poker, pour d'autres, c'est la drogue. Tu crois que Magali, elle l'a comment, son petit tailleur 36, là, hein? Mesure-toi, s'il te plaît. Personne voulait du dossier Nakano. C'est moi qui ai fait la plus grosse rentrée d'argent. Sans moi, il n'y aurait rien eu. T'as eu 1 an, mais qu'est-ce que t'as foutu pendant 1 an? Nous, on a tenu à te garder, hein. On a choisi de payer l'amende et les pénalités et tout ça parce qu'on a cru en toi, que t'aurais de la volonté. Mesure-toi, s'il te plaît. Dans le rouge. Je vais remonter ça aux dirigeants et on verra ce qu'ils vont dire. Est-ce que j'aimerais être maigre? Ce que j'aimerais, en fait, c'est revenir au poids de départ d'avant le régime et de me dire que le 42, c'était pas grave. Comme les régimes sont des échecs à 95%, on a créé d'autres solutions pour faire maigrir les gens. La chirurgie bariatrique, en fait, c'est une opération qui consiste à diminuer la taille de l'estomac pour perdre du poids. Et pour moi, c'est un acte de désespoir. En fait, c'est se dire, enfin, j'ai peut-être enfin une chance d'aller bien, j'ai peut-être enfin une chance d'être normale. Pour moi, c'est complètement aberrant. Moi, je compare la chirurgie bariatrique à la lobotomie. Il y a eu une période où, pour soigner la dépression, on lobotomisait les gens. Et ben, pour moi, couper des estomacs pour faire maigrir des gens, c'est la même chose. J'ai rencontré des tas de personnes qui voulaient se faire opérer. Quand on me répond qu'on veut se faire opérer, en fait, pour d'autres raisons que la santé, eh ben, je me dis que merde, c'est pas juste. Ça veut bien dire que la société, elle est foireuse. J'arrête pas de me dire, en fait, qu'un jour, vraiment, on n'assumera plus d'avoir coupé des estomacs pour faire maigrir des gens. Tu mesures combien? 1m83. On a 30 cm d'écart. On est petit par rapport à lui. Ah ouais. Toute petite. C'est le grand jour, on va savoir la date. Ouais. Mais oui, c'est une date importante aujourd'hui. Ouais. Dernier jour, on attend la date. Ouais.
C'est super intéressant en fait de voir qu'il y a des gens qui passent ce cap. Passer le cap pour faire l'opération. Voilà. Ouais, bah oui, mais parce que c'est pas rien comme opération. Enfin, c'est pour ça. Après, il faut être prêt dans la tête. C'est Ouais. pas là, Maxime, c'est mon fils, mais c'est pas moi qui va lui dire fais l'opération. Bah non, c'est lui qui doit décider. C'est pas moi à sa place. Mais du coup, toi, Maxime, là, donc tu vas faire une sleeve. Une sleeve. Donc une sleeve, c'est une restriction de De l'estomac. l'estomac, on coupe le 2/3 de l'estomac. Voilà. Tu as eu ton bac J'ai eu mon bac il n'y a pas très longtemps. au mois de juin, un bac ES. Ouais. J'ai eu mon bac en même temps que je faisais mon parcours pour faire une sleeve. Ouais. Et puis bah, je l'ai eu, je suis content. Bah félicitations. Merci. Et puis maintenant, j'attends de me faire opérer. Et après, je fais une formation conducteur de train Ouais. pendant 1 an. Et après, bah, j'espère que tout ira bien. Du coup, Maxime, tu as toujours été en surpoids? Voilà, depuis mon enfant, j'ai toujours pris. Bah, je pense que si, c'est un peu héréditaire. Comme maman, papa aussi, il est fort, la famille aussi. Donc, je pense aussi que c'est un peu héréditaire. Et ça s'est passé comment tes années à l'école? Moi, bien, j'ai toujours été bien vu par tout le monde. Donc, il fallait pas m'embêter parce qu'il savait que, genre, il allait recevoir une pêche, un truc comme ça. En même temps, t'es grand, t'es Il s'est jamais laissé faire. Donc, J'ai toujours été accepté par tout le monde. T'as jamais souffert de ton poids? Enfin, à part physiquement, j'entends. Non, mentalement, non. Non. T'es une force de la nature. Bah, je sais pas, mais non. Qu'est-ce qui le pousse aussi, c'est pour passer son permis. Ça bloque aussi. Bien sûr. La vie, oui, le quotidien. Ouais, le quotidien. Hein. Bon. La ceinture, je vais pas dire qu'il est malheureux, mais Bon, c'est vrai voilà. que Il y a des marcher, choses- il ne sait pas faire 1 kilomètre. Il y a des choses que je peux pas faire parce que je suis comme ça. Voilà. Mais bon, après, avec l'opération, ça ira mieux. Espérons. Comme la piscine, il adorait aller nager. Mais là, bah, il a peur des regards des autres quand même. Ouais. Il adore nager, mais pour l'instant, il va pas y aller. Tu te prives de ça? Mais la natation, oui. Ouais, la natation, ouais. Ouais, t'as pas envie d'être un maillot Non, devant ouais. les gens. Moi, c'est pareil, j'ai toujours été costaud. Quand j'ai eu Maxime en 2001, j'avais repris aussi. En 2003, j'ai eu le déclic de faire l'anneau à l'estomac. Ouais. J'ai mis l'anneau à l'estomac. Que t'as retiré il y a peu de temps. Et en 2016, j'ai dû le retirer. Vous aviez eu une bonne Mais perte de poids avec l'anneau? 40 kilos. Mais c'est j'étais déjà très bien. contente de l'avoir fait, à part que j'avais toujours des remontées gastriques. Ouais. Et là, j'ai fait le bypass. Au mois d'avril. Et Je l'ai fait le 29 avril et jusque maintenant, ben, j'ai perdu 30 kilos. depuis avril, donc en quelques mois. Voilà. Et vous avez fait quoi comme régime pour... Bah, j'ai arrêté de faire des régimes en fait. Et je vais beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté de faire des régimes. Bah, les régimes, on les connaît par cœur. On maigrit 10 kilos, on arrête le régime, on reprend 15 et c'est toujours yo-yo. Ouais, yo-yo. Hein. J'ai décidé que je ferais plus aucun régime parce que, bah, comme vous dites, l'effet yo-yo, à chaque fois que j'ai fait un régime, j'en ai perdu 20, j'en ai pris 30. Si on fait plus régime, on regrossit quand même. Eh ben, écoutez, en fait, je travaille plutôt sur mon comportement et sur les sensations du corps et la satiété et tout ça. Mais quand j'ai pris ce poids-là, on m'a fait faire des régimes hyper stricts et j'ai développé des troubles du comportement en fait alimentaire. Et je me suis mise à avoir des pulsions et des fois à jamais pouvoir m'arrêter de la journée. Et vous avez jamais voulu faire l'opération? Alors, moi, j'ai un vrai problème avec le fait de me dire on doit me couper le bide pour perdre du poids. Mais c'est personnel. Et c'est pour ça que je suis super curieuse des gens qui passent ce cap-là et qui se disent bon, on coupe et ça ira bien après. Et moi, je me dis waouh, non, tu me coupes rien du tout, quoi. C'est. Bon, donc là, ça fait 8 mois qu'on y réfléchit vraiment concrètement. Donc là, on est dans la dernière ligne droite. Vous avez fait toutes les étapes, tout le parcours, les examens médicaux, toute l'info, la journée d'aujourd'hui en plus. Bon, et puis donc là, avec le Dr Neslami, on s'est réunis avec toute l'équipe. Et donc, voilà, la conclusion pour nous, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication à envisager la chirurgie chez vous. Donc nous, on est d'accord pour vous la proposer. Si, bien sûr, vous êtes toujours partant, après avoir... oui. Content, Il faut bien comprendre que la chirurgie, c'est pas miraculeux. Donc vous allez perdre du poids. Parfois, c'est vrai, beaucoup de poids perdu. Mais c'est quand même pas miraculeux que vous n'allez pas être mince, quoi. Donc l'objectif, c'est d'améliorer les choses, mais on ne peut pas faire des miracles. Donc on va vers un truc qui est mieux que maintenant, mais qui est quand même pas parfait, quoi. Il est vraisemblable, comme vous avez une visite très importante, que dans
délai de quelques années, on puisse proposer une deuxième manche et d'intensifier la chirurgie. Mais alors vous aurez maigri et on aura moins de risques à faire la deuxième intervention. Donc les risques, c'est pas facile d'en parler, hein, mais ils existent. Même en me faisant pas opérer, il y a un risque quand même. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, moi j'appelle les complications graves quand ça met en jeu la vie. Bien sûr que c'est exceptionnel, mais c'est pas nul. Hein, les avions qui sont en l'air, ça peut tomber. Ça tombe jamais, ça tombe très rarement. Mais il faut en reparler. Bon, mais tout ça étant dit, et si vous me confirmez que vous avez envie d'être opéré, eh ben, je pense que Pamela me confirme qu'a priori, tous les éléments sont réunis. Donc là, maintenant, on peut commencer à regarder le calendrier et trouver une date qui nous convienne. Plutôt avant Noël ou après Noël? Ah bon? Plutôt avant Noël? Donc, le 21 octobre. Lundi 21 octobre. On y va? Donc, je marque ça, et puis on va vous enregistrer. Je peux prendre un petit stylo, toc. Les nouvelles lois métabo votées par le gouvernement sont drastiques. Les gros sont signalés, repérés, dénoncés, comptés, fichés. Systématiquement, toute personne obèse est arrêtée, internée et conduite sur la table d'opération pour se faire amputer à minima des 2/3 de l'estomac. Face à la répression, la désobéissance s'organise. Buenas tardes. Papeles de vehículo y permiso de conducir, por favor. Permis de conduire et les papiers de la voiture, s'il vous plaît. No te muevas. ¡Alto! Andrea, ¿me recibes? Estoy en la carretera 43, a la altura del pasaje del Col. De nuevo, 3 gordos franceses que se han escapado de la clínica de adelgazamiento. Hay un cuarto que se ha dado a la fuga. Pourquoi les gens n'aiment pas les gros? On a intégré le fait que les gros étaient rejetés. Il y a des études sociologiques qui disent qu'à partir de 4 ans, un enfant sait qu'être gros, c'est stigmatisant et c'est être en dehors des clous. Quand tu luttes contre la grossophobie, tu luttes contre les injustices, tu luttes contre l'exclusion des gros, tu luttes contre la discrimination à l'embauche, tu luttes pour que le gros il soit mieux soigné, tu luttes pour que le gros il appartienne à la société et qu'il soit complètement inclus dans cette société. Est-ce que ça veut dire que tu fais l'apologie de l'obésité? Non. Je fais 125 kilos, ça me regarde, je le vis comme je le vis. Je prône pas ça comme un mode de vie, ce n'est pas un mode de vie. Être gros, être obèse, c'est certainement pas quelque chose que je souhaite à qui que ce soit. J'ai toujours adoré l'eau. La période de ma vie où je me suis privée de me baigner parce que j'étais trop complexée, ça a été une période qui a été longue et douloureuse. Mais pour y retourner, je suis passée par une étape un peu radicale. J'étais en rendez-vous avec mon endocrinologue et elle me demandait si mon poids faisait que je m'empêchais de vivre des choses. Et la première chose que je lui ai dite, c'était de me baigner.
Et là, elle me dit, Gabrielle, il n'y a pas 50 solutions en fait. Soit vous décidez de vous priver, soit vous accomplissez un acte un peu radical ou magique et vous allez sur une plage naturiste. J'ai réfléchi à ça, je crois que j'ai mis à peu près 1 an pour me décider. J'étais étudiante à Montpellier et autour de Montpellier, il y avait pas mal de plages de tout nu. J'ai débarqué avec tous les fantasmes qu'on peut avoir sur les gens qui vont me regarder, qu'est-ce qui va se passer. Et puis en fait, donc, je me dessape et là, il ne se passe rien. Mais il ne se passe rien. J'étais à poil et j'étais invisible. Les gens en avaient rien à faire. Et je suis allée me baigner nue dans la mer. Et je me suis dit, mais il n'y a plus jamais un seul connard sur cette terre qui m'empêchera d'aller me baigner.